Dans ce chapitre, on va parler d'estimation de paramètres, notamment estimation d'une moyenne, estimateur ponctuel et estimateur par intervalle de confiance. Imaginons qu'on a une distribution quelconque, on cherche la taille moyenne d'un citoyen canadien. Donc cette taille moyenne, elle est inconnue. Oui. On peut chercher aussi l'écart type de la taille d'un citoyen canadien. Qu'est-ce qu'on fait en général? On prend un échantillon de citoyens canadiens. Bon, il y a des méthodes d'échantillonnage, etc. On ne va pas en parler. L'essentiel, c'est que dans cet échantillon, on va trouver une moyenne, la taille moyenne dans notre échantillon. On va dire que la taille moyenne d'un citoyen canadien, on va l'estimer, ça va être x bar approximativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x bar, la moyenne qu'on a trouvée, la taille moyenne des citoyens dans l'échantillon, c'est un estimateur ponctuel de la taille moyenne d'un citoyen canadien. Donc l'estimateur ponctuel va fournir une unique valeur. De la même manière, si je souhaite connaître l'écart type de la taille d'un citoyen canadien, on peut chercher l'écart type dans l'échantillon. Et on va dire que sigma devrait être proche quand même de S. En d'autres termes, S va être un estimateur ponctuel de sigma. Et on a vu comment calculer un écart type dans l'échantillon, on a vu comment calculer une moyenne dans un échantillon. Une autre manière de donner un estimateur, ce n'est pas de donner une valeur unique, mais de donner un intervalle, de dire par exemple que la taille moyenne d'un citoyen canadien est entre 75 cm par exemple et 182 cm. Voilà. Donc, il y a un moyen de donner juste une unique valeur, de dire c'est ça l'estimateur de la taille moyenne. Il y a un autre moyen de donner ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance est associé automatiquement à un niveau de confiance. Donc, un niveau de confiance, par exemple, égale 95%. On va voir plus de détails plus loin. Donc, on pourra dire que la taille moyenne d'un citoyen canadien va être entre 175 et 182 cm, par exemple, avec un niveau de confiance de 95%. Donc, un risque d'erreur de 5%. Cette nouvelle manière de donner un estimateur de la taille moyenne d'un citoyen canadien ou de n'importe quelle autre moyenne, de façon générale, ça s'appelle estimateur par intervalle de confiance. Dans ce cas-là, on fournit un intervalle. On ne fournit pas une unique valeur, on fournit un intervalle. Estimons l'estimation de la moyenne d'une population. Admettons la population, ce sont tous les étudiants du cégep de Joliette, et il y en a, admettons, 2000, et que notre variable aléatoire continue, c'est l'âge d'un étudiant. C'est l'âge en année. On va faire quelques hypothèses. On va supposer que l'âge suit une loi normale. Par exemple, ici, en admettant la moyenne mu, c'est 18 et sigma, ça dans la vraie population. Donc, on connaît tous les étudiants, admettons, on connaît leur âge, donc on a les fichiers informatiques pour voir ça. Supposons maintenant qu'on choisit un échantillon au hasard. Un échantillon formé de n étudiants. Dans cet échantillon, on calcule la moyenne. On trouve 18,27, c'est l'âge moyen dans cet échantillon, et un écart type de 1,72. Alors, on va dire que x bar, c'est un estimateur ponctuel de mi, c'est-à-dire on estime l'âge moyen d'un étudiant à 18,27. Ici, on le connaît directement, ça c'est le vrai âge. On le calcule dans les fichiers informatiques de tous les étudiants de cégep. Le deuxième, c'est une moyenne qu'on a calculée à partir de notre échantillon de taille n. Donc notre x bar est un estimateur ponctuel de mu. Comme S, l'écart type qu'on a trouvé dans l'échantillon, est un estimateur ponctuel de sigma. Il faudrait quand même remarquer que notre échantillon a été formé au hasard et que si je recommence, si je prends un autre échantillon, je vais obtenir une autre valeur de x bar.
Ce sera toujours un estimateur ponctuel, mais c'est une autre valeur de S. Donc, X bar n'aura pas la même valeur selon l'échantillon choisi. Il dépend de l'échantillon. Alors que mu, c'est la moyenne dans la population. Par exemple, si c'est l'âge moyen dans la population, il est fixe, c'est une constante, alors que X bar, ça dépend de notre échantillon. On va considérer donc que la moyenne échantillonnale comme étant une variable aléatoire, une variable qui prend des valeurs de façon aléatoire en fonction de notre échantillon. Pour chaque échantillon qui est lui-même aléatoire, on va obtenir une autre valeur possible de la moyenne, de l'âge moyen d'un étudiant par exemple. Donc on va la noter x bar, c'est une variable aléatoire. L'âge moyen, finalement, ça va être une variable aléatoire qui dépend de notre échantillon. Exemple. Supposons qu'on a eu une tige de métal qui ont des longueurs respectives qui sont toutes données ici. Nous voulons former un échantillon de 2 tiges. Donc, il y en a 28 échantillons possibles. Dans la vraie vie, on ne forme pas des échantillons de 2 éléments. La taille de l'échantillon est trop faible. Et ce numéro a un but éducatif pour comprendre concrètement c'est quoi la moyenne échantillonnale en particulier. Donc la population totale, ce sont les 8 tiges. Unité statistique, une tige parmi les 8. La variable aléatoire x, c'est la longueur d'une tige. Et le type de variable quantitative continue. Maintenant, notre échantillon de taille 2, regardons les échantillons possibles et la variable x bar qui est la moyenne dans l'échantillon. Donc, on a dit il y a 28 échantillons possibles, de 1 à 28. Je peux prendre la tige 1 et 2, la 1 et 3, la 1 et 4, je peux prendre la 3 et la 8, etc. Ce sont tous les échantillons possibles. Et calculons la moyenne, la taille moyenne, et notons xi bar, donc x1 bar, ça c'est x1 bar en quelque sorte, x2 bar, x3 bar, c'est la moyenne dans l'échantillon 1, dans l'échantillon 2, etc. Et donc vous voyez très bien que la moyenne varie d'un échantillon à un autre. Selon, donc chacune de ces moyennes, c'est une observation possible de la variable aléatoire x bar, qui est la moyenne échantillonnale. En fonction de l'échantillon qu'on pourrait choisir au hasard, on pourrait tomber sur chacune de ces moyennes. Et chacune de ces moyennes sera un estimateur ponctuel de la vraie moyenne dans la population, de la vraie moyenne de la longueur d'une tige parmi les 8. Donc, quand la variable, la moyenne est inconnue, la note x bar, c'est une variable aléatoire. Une fois l'échantillon est connu, ce n'est plus une variable aléatoire, c'est une observation. On observe xi bar, ici on a noté xi bar parce qu'on a plusieurs échantillons, mais de façon générale, on note juste petit x bar minuscule pour dire la moyenne à l'intérieur de l'échantillon, puisqu'en général, on prend un seul échantillon. Dans ce numéro particulier, on a pris tous les échantillons qu'on pourrait construire. Maintenant, regardons la moyenne dans ces échantillons. Donc, il y a des échantillons de moyenne 338, 337, etc. Selon l'échantillon, et on forme un histogramme, donc, qui est la répartition des échantillons. On regarde très bien que dans cet histogramme, si je trace une courbe au sommet des rectangles de l'histogramme, ou approximativement on va dire, on voit que ça ressemble à peu près, ça ressemble à une cloche, on va dire, ce qui est le cas en général de la loi normale ou de la loi de Student. Donc ça c'est par rapport au dessin, mais il y a des tests statistiques pour voir est-ce que les données, ou est-ce que par exemple ici la moyenne échantillonnale suit une loi normale ou une loi de Student, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Disons qu'on remarque une symétrie, une courbe se forme du cloche, ça nous
Ça nous fait penser à soit la loi normale, soit la loi de student. Donc, dans toute la suite, on va essayer de faire la distinction des paramètres. On va garder la même notation, grand N pour la taille de la population, petit n pour la taille de l'échantillon, mu la moyenne dans la population, x bar la moyenne dans l'échantillon, sigma l'écart type de la population et s l'écart type dans l'échantillon. Voici donc les paramètres de la population et les paramètres ou les statistiques de l'échantillon. Il faut remarquer que bien sûr les paramètres sont fixes dans la population, mais les statistiques, les estimateurs ponctuels varient en fonction de l'échantillon. Si on change d'échantillon, on obtient une autre moyenne, un autre écart type. Parlons maintenant du théorème central limite qui va être très utile pour construire des estimateurs par intervalle de confiance. On a vu comment on fait un estimateur ponctuel d'une moyenne, d'un écart type, mais pour une estimation par intervalle de confiance, on a besoin d'un résultat théorique important qu'on appelle le théorème central limite. Admettons dans une population de taille n, on a la vraie moyenne c'est mu et le vrai écart type c'est sigma. On prélève au hasard un échantillon de taille petit n. La moyenne échantillonnale, la moyenne dans notre échantillon qui est aléatoire, c'est une variable aléatoire parce que ça dépend de notre échantillon, qui a une espérance qu'on va noter mu x bar, la moyenne ou l'espérance, si vous voulez, l'espérance c'est une moyenne aussi, l'espérance mu x bar, on va parler d'espérance, mu x bar. Alors, mu x bar, c'est la même que la moyenne dans la population. C'est-à-dire, comme dans l'exemple des tiges, si on prend la moyenne de toutes les moyennes échantillonnales des 28 échantillons, on calcule leur moyenne, on retombe sur exactement la moyenne de la population. Donc la moyenne de la variable x bar, c'est la même chose que la moyenne de la population. Mais l'écart type de la moyenne x bar, l'écart type de la moyenne échantillonnale, ça va être l'écart type de la population divisé par racine de n. On va voir l'intérêt de tout ça, bien évidemment, de ce théorème lorsqu'on va construire les intervalles de confiance. Notamment, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la distribution. Quelle est la loi de probabilité de x bar, de la moyenne échantillonnale? On a vu un histogramme plus haut pour un exemple, lorsqu'on a pris juste un échantillon, des échantillons de 2 tiges. Déjà, ça ressemble à une loi normale. Et de façon générale, quand on prend la moyenne échantillonnale et qu'on varie sur l'ensemble de tous les échantillons possibles, la loi de probabilité de x bar va dépendre de plusieurs facteurs, notamment la taille de l'échantillon. On a fixé 30 comme une limite. Est-ce que n supérieur ou égal à 30, on va dire grand échantillon, ou est-ce que c'est un petit échantillon, plus petit que 30? La loi de x, les données elles-mêmes, est-ce qu'elles sont normales ou pas? Par exemple, les données, ça peut être la longueur d'une tige ou la taille d'un citoyen canadien. Est-ce qu'elle-même suit une loi normale? Et l'écart type dans la population, est-ce qu'il est connu ou inconnu? Mais souvent, c'est inconnu. Donc, premièrement, si la taille de l'échantillon dépasse 30, supérieur ou égal à 30, quelle que soit la loi de probabilité de x, quel que soit sigma connu ou inconnu, x bar suit toujours une loi normale. Ce résultat, il est fondamental pour construire les intervalles de confiance. Et souvent, c'est le cas qu'on va voir, c'est celui-là. Bon, il va y avoir quelques exceptions où la taille de l'échantillon est faible. Dans ce cas-là, on a besoin que les données soient normales. On a besoin que la loi des observations x soit la loi normale. Si sigma est connu maintenant, x bar va suivre une loi normale. Donc, on va construire l'intervalle de confiance de la même manière que ce cas. Si sigma est inconnu, on va le construire avec la loi de Student qui ne fait pas partie de votre cours. Donc, essentiellement, on va utiliser la loi normale. Essentiellement, on va utiliser la première situation où la taille de l'échantillon est pas mal supérieure à 30. Même si on n'en parle pas en général, on considère la taille de l'échantillon est faible devant la taille de la population. Ça n'atteint pas 5% de la population.
Souvent, sigma est inconnu. Il faudrait l'approcher par l'écart type échantillonnal, comme ici, par exemple, le fait de dire que l'écart type de la moyenne échantillonnale, c'est sigma sur racine de n. Mais sigma, il est inconnu. Donc, on pourrait l'approcher par S sur racine de n. Et comme mu est inconnu aussi, on pourra l'approcher par x bar. Voilà. Donc, on pourra l'approcher par une moyenne d'un échantillon, en quelque sorte. C'est ça. Quand la taille de l'échantillon est plus faible et que x ne suit pas la loi normale, le théorème ne dit rien sur la loi de x bar et donc ne traite pas cette situation. De la même manière, si sigma est inconnu et que la taille de l'échantillon est faible, ce sera la loi du student aussi. Ça ne fait pas partie de ce cours. Regardons l'exemple 7.2. D'après les données du système informatique, l'âge moyen des étudiants du Cégep de Joliette est 20,4. Et l'écart type est 1,8. Donc là, on a tous les étudiants. On connaît la vraie moyenne. On connaît la vraie moyenne ici. On connaît le vrai écart type puisqu'on a accès à un fichier informatique. Mais bien évidemment, souvent, ce n'est pas le cas. Ça, c'est un exemple pédagogique, mais souvent, on ne connaît pas mu. Parce que si je connais mu, pourquoi je vais estimer mu par intervalle de confiance? Je le connais déjà. Maintenant, x. Qu'est-ce que représente x? X, c'est l'âge d'un étudiant du CEP. X bar, c'est une variable aléatoire. Elle représente quoi? L'âge moyen dans un échantillon. C'est une variable aléatoire parce que j'ai écrit VA pour dire variable aléatoire. C'est une variable aléatoire parce que ça dépend de notre échantillon qui est lui-même aléatoire. Pour chaque échantillon, on va obtenir une moyenne échantillonnale qu'on note x bar majuscule, contrairement à x bar minuscule qui est vraiment la moyenne à l'intérieur d'un échantillon donné. Maintenant, est-ce que n supérieur ou égal à 30 parce que j'ai oublié de dire ici, sachant qu'il y a 2000 étudiants dans le cégep, quelle est la probabilité d'obtenir un âge moyen supérieur à 20,8 ans en prenant un échantillon sans remise de taille 50 étudiants? Donc tous les échantillons qu'on prend sont remise, etc. Ici, quelle est la distribution de x? Distribution de x est inconnue. On ne dit pas que l'âge suit une loi normale. Donc, inconnu. En revanche, quand la taille de l'échantillon est grande, on n'a pas besoin de connaître la distribution de x pour que x bar suit une loi normale. Sigma est inconnu. Bon, ici sigma il est connu. Donc sigma il est connu, oui. Maintenant, on a dit que x bar, c'est une moyenne, la moyenne dans un échantillon est une variable aléatoire parce que ça dépend de l'échantillon. Et si on prend tous les échantillons possibles, la moyenne de tout ce qu'on va obtenir, eh bien, ce sera la même chose que la moyenne dans la population, c'est-à-dire ça va être 20,4. En revanche, l'écart type, ça va être sigma sur racine de la taille de l'échantillon, c'est-à-dire 1,8 sur racine de 50, puisqu'on a pris ici, par exemple, un échantillon de 50. Donc l'écart type de la moyenne échantillonnale va être 1,8 sur racine de 50. Pas la peine d'écrire la valeur ici. Voilà un exemple concret de ce qu'on a raconté dans le théorème. Maintenant, la question qui a été posée, quelle est la probabilité d'obtenir un âge moyen supérieur à 20,8? Donc, la question qui a été posée, probabilité que x supérieur à 20,8. L'âge moyen, probabilité, sachant qu'il y a 2000 étudiants, quelle est la probabilité d'obtenir un âge moyen supérieur à 20,8 dans un échantillon? Si je prends un échantillon, quelle est la probabilité que x bar soit supérieur à 20,8? Or, on a vu déjà que on connaît déjà la loi de x bar.
X bar, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Donc X bar suit une loi normale de moyenne 20,4 et d'écart type 1,8 sur racine de 50. On pourra utiliser un logiciel Excel ou la calculatrice pour calculer sa probabilité, cette proba, en mettant les paramètres. Pour utiliser Excel, on va passer par la proba complémentaire égale 1 moins probabilité de X bar plus petit ou égal à 20,8, ce qui donne 0,058. Donc si on veut exprimer la probabilité en pourcentage, c'est 5,8%. En d'autres termes, on peut répondre à... Ça, c'est la réponse à la question qui est posée. Quelle est la probabilité que dans notre échantillon, l'âge moyen dépasse 20,8? Ben, la proba, c'est 5%, 5,8%. En gros, si je prends un échantillon au hasard et je calcule l'âge moyen, il y a 5%, 5,8% de chance que l'âge moyen dans cet échantillon dépasse 20,8 années. C'est ça la réponse à la question. On peut répondre donc, quelle est la proba? Quelle est la proba? Il faut répondre à la probabilité voilà, que l'âge moyen dépasse 20,8 et de 0,058 ou bien 5,8%. On peut exprimer aussi la proba en termes de pourcentage. Dans cet exemple, donc, on a un fabricant d'ampoules de 75 watts. Une étude antérieure a démontré que la durée de vie des ampoules est distribuée normalement avec une durée de vie moyenne de 1065. Donc on a la durée de vie moyenne, en quelque sorte dans la population, qui était, on va l'estimer, donc c'est 1065 en quelque sorte. Un responsable du contrôle de qualité prélève 30 ampoules pour en évaluer la durée de vie. Il obtient un écart type de 21 heures. Donc, son écart type, c'est un écart type qu'il a obtenu dans l'échantillon en quelque sorte. Un magasin effectue une commande à cette usine de 30 ampoules. Il y a un magasin qui effectue une commande de 30 ampoules. Quelle est la probabilité que la durée de vie moyenne de ces 20 ampoules ne soit pas comprise entre 1000 et 1100? On va répondre à la question. Donc, population X d'abord, c'est quoi la variable X? C'est la durée de vie. Ce n'est pas la durée de vie moyenne, c'est la durée de vie d'une ampoule. De 75 watts. La vraie moyenne, on va considérer que celle de l'étude antérieure qui a donné la moyenne 1065. Et l'écart type, c'est celui, l'écart type ici, il est inconnu. Inconnu. Mais en revanche, à partir d'un échantillon de 30 ampoules, on a vu un écart type, un écart type estimé S, qui est égal, S, est égal à 21. Donc on peut donner l'unité de mesure, on peut laisser les unités dans cet exemple. Premièrement, est-ce que n supérieur ou égal à 30? La réponse est oui. Donc ici, quand le nombre d'ampoules dépasse 30, on n'a pas vraiment besoin que la durée de vie suit une loi normale. Ici, on a dit que c'est distribué normalement, même si ce n'était pas le cas, ce n'est pas grave, puisqu'on a une taille d'échantillon qui dépasse 30. Quelle est la distribution de X? Donc, X bar ici, c'est quoi X bar d'abord? Donc, X bar, c'est la durée de vie moyenne dans l'échantillon. Quelle est la distribution de X? Ben, X est distribué normalement, puisque c'est la loi normale, c'est dit plus haut. Est-ce que sigma est connu? Non. Alors, mi X bar, on a dit mi X bar, c'est la même chose que celui de la population, toujours, c'est 1065 qui est connu. On n'a pas besoin de l'estimer par une moyenne prise dans un échantillon. Et l'écart type, on a dit, c'est sigma sur racine de la taille de l'échantillon. Ici, la taille de l'échantillon, c'est 30.
de ces 30. Donc ici, on va prendre 30 ampoules sur racine de 30. Comme sigma est inconnu, on va l'approcher par S sur racine de 30, qui est égal donc S c'est 21 sur racine de 30. Maintenant, on va répondre à la question. Quelle est la probabilité que la durée de vie moyenne soit comprise entre 1000 et 1100? Donc, on s'intéresse à la question qui est posée, probabilité que x bar soit comprise entre 1100 et 1000. Si on utilise Excel, on devra le découper pour pouvoir utiliser Excel. On peut l'écrire que P de x bar plus petit ou égal à 1100 moins P de x bar plus petit ou égal à 1000. Avec la calculatrice, on peut le faire directement. Avec la calculatrice graphique. Et on obtient donc 1. C'est-à-dire 100% de chance finalement. Je reviens à la question, finalement, c'est pas ça qui est posé, c'est quelle est que la durée de vie ne soit pas. C'est pas que soit comprise entre 1000 et 1100, mais ne soit pas entre 1000 et 1100. Ne soit pas entre 1000 et 1100. On va l'appeler cet événement, on va l'appeler A. C'est un événement, quelque chose. Donc la probabilité de notre événement A, ça serait 1 moins, puisque c'est le complémentaire de ça, ça sera 1 moins probabilité de x bar compris entre 1000 et 1100, donc ça sera 0 finalement. Il y a 0% de chance que ça soit. En fait, le A que va nous donner Excel ou la calculatrice, ça sera en réalité 0,9999999. C'est toujours une possibilité comme ça, extravagante que ça arrive. Mais la proba est tellement faible que, donc, si on obtient 1 pour Excel, donc pour le premier événement, donc pour l'événement qui nous intéresse, la proba que la moyenne dans notre échantillon ne soit pas comprise entre 1000 et 1100, c'est l'événement qui nous intéresse, c'est 0 dans notre situation. Donc je répète que l'événement ici, on l'a noté, l'événement A, c'est que la durée de vie moyenne des 30 ampoules ne soit pas comprise, entre 1000 et 1100. Avec une probabilité de 95%, quelle est la durée de vie moyenne maximale? Enfin, ce qu'on nous demande ici, c'est la chose suivante. Soit, on va appeler Z cette durée de vie maximale de la moyenne dans un échantillon. On va l'appeler Z. Puisque c'est une durée de vie maximale, donc X bar, il est plus petit que ce max, que ce Z. Mais on nous dit que la probabilité de X bar plus petit que Z est de 95%. Donc c'est 0,95. Donc on connaît la proba. En fait, ici, la question qui est demandée, c'est qu'on connaît la proba, trouvez-nous Z. Sachant que la proba, c'est 95%, 0,95, quelle est la durée de vie moyenne maximale dans un échantillon? Voilà. Et comme X bar, on connaît X bar, on connaît la loi, on sait que ça suit une loi 1065 heures comme moyenne, et l'écart type, on a dit, c'est 21 sur racine de 30. On peut utiliser ça avec Excel ou avec la calculatrice en utilisant la loi normale inverse. Ce qui permet de trouver Z directement avec la loi normale inverse. Ça va nous donner, on donnait bien évidemment les bons paramètres à votre loi normale inverse, c'est que la moyenne c'est 1065 et l'écart type c'est 21 sur racine de 30. Alors on trouve qu'on obtient 1071,31 heures. C'est la durée de vie moyenne maximale d'un échantillon aléatoire de 30
en pool dans 95% des cas, dans 95% des échantillons aléatoires qu'on pourrait construire. Voilà ce que ça veut dire en fait, la proba c'est 95%, c'est-à-dire c'est 0,95. Dans 95% de tous les échantillons possibles qu'on pourrait construire, 171,31, c'est la durée de vie moyenne maximale dans l'échantillon. La durée de vie moyenne dans l'échantillon est plus petite que 1071 heures. Regardons maintenant comment on va faire une estimation, comment on va estimer la moyenne avec un intervalle de confiance. Premièrement, cela suppose qu'on a un échantillon, et que dans cet échantillon, on a une moyenne échantillonnale x bar. Bien sûr, si on a plusieurs échantillons, on va avoir x1 bar pour le premier, x2 bar, etc., etc. Donc, on va avoir plusieurs intervalles de confiance. Donc, on a un échantillon, un seul échantillon. On va lui calculer la moyenne, l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance va être sous la forme, finalement, x bar, la moyenne échantillonnale, moins une marge d'erreur, x bar plus une marge d'erreur. Donc, tout ça ramène à calculer la marge d'erreur pour trouver l'intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance est centré autour de la moyenne échantillonnale. Et bien sûr, ça sous-entend un certain niveau de confiance qu'on fixe à l'avance. On voudrait que l'âge moyen, par exemple ici, si on s'intéresse à l'âge moyen, de la vraie population, dans un intervalle, il faut ajouter le niveau de confiance. Quel est le niveau de confiance de notre affirmation qui dit que la moyenne, l'âge moyen, elle est dans cet intervalle? Quel est le niveau de confiance? Donc, en général, les niveaux de confiance, on prend 95%, 90, 98, 99, ce sont les niveaux de confiance les plus utilisés. Si on a un niveau de confiance de 95%, qu'est-ce que cela veut dire? 95% correspond à 19 sur 20. Cela voudrait dire que dans 19 échantillons possibles qu'on pourrait construire, la moyenne, les intervalles de confiance qu'on va construire de ces 19 échantillons vont contenir la vraie moyenne de la population. Alors qu'il y a quand même un échantillon sur 20, si on fait un échantillon de façon vraiment complètement aléatoire, c'est-à-dire il y a quand même une chance sur 20, c'est-à-dire tomber sur les étudiants les plus âgés dans l'échantillon ou les moins âgés du tout, et ce qui va nous amener à construire un intervalle de confiance qui ne contient pas l'âge moyen, s'il s'agit de l'âge. Mais de façon générale, c'est ça. Donc il y a quand même un risque d'erreur qu'on appelle alpha. Si on a un niveau de confiance de 1 mois alpha de 95%, il y a quand même un risque d'erreur de alpha qui pourrait être de 5%, c'est le risque de se tromper, c'est le risque de donner un intervalle qui ne contient pas la vraie moyenne. Regardons donc de près. Un intervalle de confiance pour une moyenne, il est donné sous la forme x bar moins une marge d'erreur, x bar plus une marge d'erreur. X bar, c'est quoi? C'est la moyenne dans un échantillon. On la calcule. E, la marge d'erreur statistique. On va voir comment la calculer. Le risque d'erreur, c'est alpha. C'est nous qui le décidons. C'est décidons du niveau de confiance de notre intervalle. En général, le niveau de confiance, on prend 95, 99%, etc. Si on prend un niveau de confiance de 99%, donc le risque d'erreur, c'est 1%. Si on prend un niveau de confiance de 95, le risque d'erreur, c'est 5%, etc. Il ne faut pas mélanger le risque d'erreur alpha et la marge d'erreur E. Ainsi, par exemple, quel est le risque d'erreur et quel est le niveau de confiance correspondant à un éventuel intervalle de confiance qui devrait contenir la vraie moyenne, 9 fois sur 10, etc. 9 fois sur 10, c'est l'équivalent à 90%. Donc le niveau de confiance égale à 90%. Donc on va appeler le niveau de confiance égale 90%. Le risque d'erreur égale 10%. Le risque d'erreur, on le note alpha.
le niveau de confiance, on le note 1 moins alpha. Donc, si on obtient 37 fois sur 40, le niveau de confiance est 37 fois sur 40. Donc, il faut calculer 1 moins alpha égale, le risque d'erreur égale 37 fois sur 40, 39 fois sur 40, etc. Donc, faites les calculs nécessaires pour ces exemples. Donc ici, celui-là, 49 fois sur 50, donc alpha c'est 2%, 1 moins alpha c'est 90%, 98%. Le niveau de confiance. Pour 39 fois sur 40, il faut faire les calculs. Alpha égale 1 moins alpha égale à quoi? Maintenant, si on a niveau de confiance 0,95, on a x bar moins mu sur sigma x bar, ça suit une loi normale. Donc on peut trouver, on cherche un z en quelque sorte, un z ici, et que la probabilité au milieu, c'est 1 moins alpha de façon générale, c'est 1 moins alpha. Dans cet exemple, c'est 0,95. On cherche ce z. Donc alpha ici, c'est 5%. Par symétrie, donc ici on met alpha sur 2. Alpha sur 2. De l'autre côté, du côté de la limite z est moins z. Maintenant, il faut dire que x bar moins mu sur sigma, ça suit une loi normale. N01. On se place dans le cas, donc, soit n supérieur ou égal à 30, ou bien n inférieur à 30, sigma connu. Donc, afin de trouver donc, le z qu'on avait trouvé, qui était la borne pour l'intervalle de confiance, enfin, plutôt pour la borne pour la variable x bar moins mu sur sigma x bar qui suivait une loi N01, on fait noter que cette quantité, c'est 1 moins alpha sur 2. Donc on a 1 moins alpha sur 2. Donc on laisse juste alpha sur 2 à droite. C'est pour ça que ce z, on le note z alpha sur 2. Donc l'aire de la proportion qui n'est pas ombragée correspond à alpha sur 2. Pour notre niveau de confiance, admettons que 1 moins alpha c'est 95%, hein, par exemple, niveau de confiance de 95%. Dans ce cas-là, alpha sur 2, ça va être 2,5%. Et 1 moins alpha sur 2, ça va être 97,5%. Il faut faire attention quand on calcule la borne z alpha sur 2. Et l'intervalle de confiance, donc, on a dit c'est x bar plus moins marge d'erreur, x bar plus marge d'erreur, avec la marge d'erreur, c'est z fois sigma x bar. Avec, je répète que, donc c'est z fois sigma x bar, c'est sigma de la vraie population sur racine de la taille de l'échantillon, qu'on peut estimer par z fois s sur racine de n. Parce que souvent, le vrai écart type de la population est inconnu, donc on l'estime à partir de la population. Et z, c'est le z alpha sur 2 ici finalement, c'est z alpha sur 2, de l'objectif finalement de ce théorème qui dit la chose suivante. Considérons qu'on cherche un intervalle de confiance pour une moyenne et qu'on souhaite un niveau de confiance de 1 moins alpha, c'est-à-dire un risque d'erreur de alpha. Alors, sachant que x bar suit une loi normale mu sigma x bar, d'abord on devrait trouver la borne z alpha sur 2. La borne z alpha sur 2, elle doit vérifier p de z plus petit que z alpha sur 2, c'est 1 moins alpha sur 2, avec z suit une loi normale. Donc pour cela, on peut utiliser l'Excel pour z alpha sur 2. L'essentiel, il faut lui donner 1 moins alpha sur 2. On peut utiliser aussi la fonction inverse normale de la calculatrice graphique.
Et pareil, il faut lui donner 1 moins alpha sur 2 comme proba. Donc, proba ici, 1 moins alpha sur 2. Pour la calculatrice graphique, il faut lui ajouter la moyenne et l'écart type, puisqu'on travaille avec une loi Z suit une loi N01, donc il faut mettre la moyenne 0 et l'écart type c'est 1. Et on a donc finalement l'intervalle de confiance, c'est juste la moyenne de l'échantillon moins la marge d'erreur, moyenne plus la marge d'erreur. Et la marge d'erreur, c'est Z alpha sur 2 qu'on va obtenir avec cette formule, multiplié par sigma x bar. Avec sigma x bar, on a dit sigma x bar, c'est juste. Donc je peux réécrire alpha sur 2 fois finalement sigma sur racine de n. C'est la même chose, ou approximativement la même chose que Z alpha sur 2 fois S sur racine de n, puisqu'en général, sigma est inconnu. Donc souvent c'est cette dernière qu'on va utiliser. Donc, finalement, je répète, l'intervalle de confiance x bar, la moyenne dans l'échantillon, moins une marge d'erreur, moyenne plus une marge d'erreur. Ça revient donc juste à connaître x bar, la moyenne dans l'échantillon, et à calculer la marge d'erreur qui se calcule comme étant le z alpha sur 2. Z alpha sur 2, c'est la borne qui permet de laisser alpha sur 2 à droite. Donc on peut l'obtenir avec cette fonction. Alpha, c'est nous qui le décidons. C'est nous qui décidons du risque d'erreur. C'est nous qui décidons du niveau de confiance. Et donc, il faut calculer aussi sigma x bar qui est S comme l'écart type dans notre échantillon sur racine de la taille de l'échantillon. Donc, exemple, calculer la valeur appropriée de Z alpha sur 2. Si nous cherchons à établir un intervalle de confiance pour une moyenne mi qui contiendra la valeur du paramètre mi. Donc on a dit le Z alpha sur 2, il faut mettre alpha sur 2 du côté droit. Ici c'est 1 moins alpha sur 2. Quand on a un niveau de confiance de 95%, alpha c'est 5%, alpha sur 2 c'est 2,5%. Donc à gauche on va mettre 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 97,5%. Avec la loi normale N01, vous allez obtenir Z alpha sur 2 qui est égal à 1,96. Donc ce 1,96, en fait, pour les niveaux de confiance usuels, 95, 99 et 90%, les Z alpha sont connus par cœur. Vous allez trouver Z égale 1,96. Pour un niveau de confiance de 99%, vous allez trouver Z alpha sur 2, c'est 2,58. Et pour un niveau de confiance de 90%, Z alpha sur 2 égale 1,64. Voilà, ça c'est la borne Z. Et l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance pour une moyenne, on a dit c'est x bar la moyenne dans l'échantillon, moins la marge d'erreur. La marge d'erreur, on a dit, c'est Z, donc ici c'est 1,96 sigma x bar. Et x bar plus 1,96 sigma x bar, en quelque sorte, avec ce 96, 1,96 c'est le Z qu'on vient de calculer. Le sigma x bar, on a dit, c'est le sigma de la population, c'est racine de n. En général, mais comme sigma souvent n'est pas connu, on remplace par S l'écart type dans l'échantillon. Donc sigma par racine de n, on le remplace par S sur racine de n. Pour un niveau de confiance de 49 sur 50, c'est-à-dire équivalent à 98%, donc on a 1 moins alpha, c'est 98%. Donc on a un risque d'erreur finalement de 2%. Et 1 moins alpha sur 2, ça correspond donc à 99%. Ce qui permet de trouver la borne Z alpha sur 2. Z alpha sur 2, ça va être, on va la calculer avec Excel ou la calculatrice. Pour la cinquième, on l'a déjà vu, 9 fois sur 10, c'est 90%, on l'avait plus haut. Donc un niveau de confiance 90%, on l'avait plus haut.
Donc pour ici, la Z alpha sur 2, ça va être 2,33. Regardons l'exemple 7.7. Nous avons interrogé 70 enseignants des 170 du cégep de Joliette, en notant qu'il y en a 170. Concernant leur âge, on a trouvé dans notre échantillon X bar 38,4 ans un écart type de 8,2. On souhaite un intervalle de confiance pour l'âge moyen des enseignants. Donc notre échantillon est de 60, on a les informations X bar et S sont tirées de notre échantillon. On suppose qu'on n'a pas regardé un fichier informatique qui donne l'âge des enseignants. On a juste les informations de notre échantillon. Et maintenant, on souhaite un intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 96% pour l'âge moyen des enseignants du cégep. On sait comment construire l'intervalle de confiance. On a dit l'intervalle de confiance pour la moyenne, ça va être X bar moins la marge d'erreur, X bar plus la marge d'erreur. X bar, c'est la moyenne dans notre échantillon, donc c'est l'âge moyen dans notre échantillon, on a dit c'est 38,4 ans. Et la marge d'erreur, on a dit que c'était égal à Z alpha sur 2 multiplié par S sur racine de N. Z alpha sur 2, on va l'obtenir à partir du niveau de confiance. On a un niveau de confiance de 96%, donc il y a un risque d'erreur de 4%. Ce qui permet d'obtenir donc 1 moins alpha sur 2, ça va être 98%, ou 0,98 si vous voulez. Ceci permet de calculer la borne ou la cote Z, borne Z alpha sur 2, qui est en fait qu'on peut obtenir avec la loi point normal, point inverse, point n dans Excel, ou on peut aussi utiliser la calculatrice. On obtient 2,05. On a donc la marge d'erreur qui est égale à 2,05 fois S, on a dit que c'était 8,2, divisé par la racine de la taille de l'échantillon qui est égale à 60. On obtient donc une marge d'erreur de 2,17 ans. C'est des années, donc la moyenne c'est 38,4 ans, c'est des années. Et la marge d'erreur, pareil. Maintenant qu'on a la marge d'erreur, on peut construire l'intervalle de confiance. Donc X bar, on a dit c'est 38,4. On retranche 2,17. On a 38,4 moins 2,17 moins la marge d'erreur. On obtient 36,23. C'est la borne inférieure de l'intervalle de confiance. Pour la borne sup, c'est X bar plus la marge d'erreur. Donc X bar 38,4 plus 2,17. On obtient 40,57. On a donc l'intervalle de confiance pour l'âge moyen des enseignants du cégep, donc avec un niveau de confiance de 96%. On pourra dire que l'âge moyen, il est dans cet intervalle avec une probabilité de 0,96. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cet exemple. Regardons exemple 7.8. On a Alice, Bob et Carole qui prélèvent chacun un échantillon de 30 réservoirs à essence. On veut estimer la résistance à l'éclatement avec un niveau de confiance de 95%. Donc chacun il a son propre échantillon de 30 réservoirs. La taille de l'échantillon dépasse 30, X bar suit loi normale automatiquement. Admettons qu'on a les résultats qu'ils ont obtenus dans ce tableau. Voilà, donc on a Alice a obtenu sa moyenne, Bob, Carole, chacun a obtenu les informations pareilles pour l'écart type. Chacun a obtenu ces informations à partir de son échantillon et du coup,
On a la variable écart type échantillonnal qui est l'écart type de l'échantillon sur la racine de la taille de l'échantillon. Chacun d'eux aussi a calculé son propre intervalle de confiance. Donc on a affaire à 3 intervalles de confiance différents. Regardons maintenant ici, on a la vraie moyenne mu égale 219 dans la population. On a les intervalles de confiance, le premier, donc il contient la moyenne, le deuxième aussi. Mais il y a quand même un intervalle de confiance qui ne contient pas la moyenne. C'est-à-dire, on va dire que la moyenne il est dans cet intervalle, alors que finalement, elle ne l'est pas. Ceci est arrivé pour l'intervalle de Alice, celui qui a une moyenne de 115,4. Alors, on a un niveau de confiance ici de 95%, donc ça correspond à un risque d'erreur de 5%. Y a-t-il un intervalle qui ne contient pas la vraie moyenne? Oui, il y en a, c'est celui de Alice. Quelle était la chance que cela se produise? En fait, la chance, c'était le risque d'erreur 5%. Donc, quand on prend un intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95%, il y a quand même 5% de chance qu'on donne un intervalle qui ne contient pas la vraie moyenne. C'est ce qu'on appelle le risque d'erreur. Il se pourrait que l'intervalle qu'on donne, comme un estimateur, ne contienne pas la vraie moyenne. Dans ce cas particulier, on a 5% de chance que ça se produise.